Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble en direct sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec vous. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, YouTube. Nous sommes là pour vous entendre également. Avec aujourd'hui pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex. Valérie. On vous Bonjour retrouve sur YouTube. Vous avez une chaîne de débat politique, Les Indécis. Et on vous retrouve également dans La Vérité en face, animé par Patrick Gruget. Vous êtes face à Éric Tegner. Benjamin Cauchy, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise. Bonjour, vous êtes bonjour avec à tous. nous. Bonjour. Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre. Bonjour Valérie. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Bien les sujets évidemment d'actualité, c'est ce jour férié. Faut-il supprimer un jour férié? Nous sommes là, hein, c'est le 11 novembre, mais néanmoins, il y a peu de gens, je peux vous dire, dans les rues, peu de gens travaillent aujourd'hui. 11 novembre, et cette idée du jour férié fait son chemin, du jour férié à supprimer, mais bon sang lequel? On va en parler avec vous. Emmanuel Macron se rendra au match France-Israël, après avoir, je vous le rappelle, refusé de défiler lors de la marche contre l'antisémitisme. On va parler des différentes réactions de la France insoumise, en particulier celle d'Aymeric Caron à propos de Gaza et les cibles qu'il peut mettre sur le dos de certaines personnes. Et Yann Brossa qui veut interdire les SUV, ces 4x4, ces grosses voitures en ville. Tous ces sujets, si on a le temps de les traiter. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Benjamin, on va commencer avec vous. C'est alors cela dit, tous vos sujets sont des sujets qu'on peut développer et qui sont dans l'actualité. Alors, avant vous, peut-être je vais commencer par Alex, parce que c'était vraiment ce week-end. Oui, sur la prise de parole de Nicolas Sarkozy. Son interview, alors c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est plus un coup de projecteur sur les propos tenus par l'ancien président de la République, sur le temps de travail des Français globalement et plus précisément sur le temps de travail des professeurs, où il dit qu'il travaille pas plus de 24 heures par semaine, 6 mois dans l'année, même s'il a conscience qu'il faut corriger les copies et préparer les cours. Vous voulez qu'on l'écoute, Ouais, puis après vous écouter. commenterez. On va écouter Nicolas Sarkozy. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer les cours. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Il y a des centaines de milliers d'enseignants compétents, dévoués et merveilleux. Et il y en a quelques-uns qui choisissent le boulot pour des mauvaises raisons. Et si on vous le dit pas, moi je vous le dis. Ouais, enfin, mauvaise raison. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on choisisse. Il sous-entend les vacances, les 2 mois de vacances. Sauf que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les profs, ils choisissent réellement ce métier pour ça. Être professeur en 2024, c'est pas la même chose qu'être professeur dans les années 80. Excusez-moi. Enfin, franchement, quand vous voyez. Mais donc, qu'est-ce qui vous a plu? C'est plus le rapport au travail. Le rapport au travail, je trouve ça très intéressant parce que je suis assez d'accord avec lui pour le coup. On en parle souvent sur ce plateau sur le fait que les Français travaillent moins, sont moins productifs au niveau européen, qu'on a encore arc-bouté sur le télétravail dans notre pays, et que je pense que c'est une erreur à titre personnel parce que le télétravail ça renferme aussi d'une certaine manière. Bref, ça c'est aussi un débat. Et ce qui me plaît dans son discours, c'est de dire il faut qu'on parle du travail. Il faut pas que ça soit un gros mot. Mais pourquoi il cible les profs en particulier? Ça, j'ai pas vu la conférence en entière, donc je vais pas parler à sa place. Mais c'est vrai que les professeurs ou en tout cas les fonctionnaires, il y a une différence aujourd'hui dans le travail, dans la façon d'apprendre le travail entre le secteur privé et le secteur public. Maintenant, moi, ce qui me dérange aussi dans son discours, c'est qu'effectivement, il cible les professeurs particulièrement. Professeur, c'est aussi un métier très compliqué, surtout aujourd'hui. Donc, il dit qu'il veut se fâcher avec personne. Bon, bah, c'est un peu une certaine forme de populisme que de dire il travaille 24 heures par semaine. Enfin, il y a certainement qu'il y en a qui travaillent 24 heures et peut-être moins par semaine, comme dans tous les boulots. Certainement qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus, comme dans tous les boulots, qui sont vraiment investis d'une mission, qui veulent être auprès de leurs élèves. Donc bon, voilà, il faut avoir quand même une certaine part de, j'ai envie de dire, d'objectivité. Après, plus globalement, moi, ce que je retiens, effectivement, c'est sur le temps de travail. Le temps de travail, c'est un vrai débat. Vous savez, c'est des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder en France. On a peur d'en parler. On a les 35 heures, on veut plus y toucher.
moi je pense pas qu'il faille toucher aux 35 heures à titre personnel, parce que ça serait vraiment un bazar monumental. Mais c'est un peu comme l'immigration. On veut pas en parler parce qu'on a peur que ça fasse du bruit. Mais en fait, il faut parler de tous ces sujets. Et je trouve ça important que notre président se mouille. Il aurait pu cibler peut-être plus la fonction publique, effectivement. Quand on voit les chiffres de la semaine dernière, qui sont sortis la semaine dernière à la mairie de Paris, 40 jours d'absence en moyenne par an, des chiffres absolument hallucinants. Quand on sait qu'il y a 14, en gros c'est 15 jours par an pour les fonctionnaires, et 11 jours dans le secteur privé. Donc, mais 40 jours à la mairie de Paris, effectivement, il y a 400 personnes à la com de la mairie de Paris. 400 personnes, vous avez 200 personnes pour le cabinet du maire et 200. Et vous avez ça aussi, pardon de le dire, à France Télévisions. C'est pour ça que, vous avez il faudrait faire un audit sur France Télévisions. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'aurais pas pris. Enfin, l'exemple des professeurs, je le trouve pas super pertinent. Je suis d'accord. Sur la notion du travail, effectivement, il faut qu'on ait un vrai débat, il faut avancer sur ce sujet. Mais j'aurais pas pris les professeurs. En plus, il y a le procès de Samuel Paty qui s'est ouvert. Enfin, je trouve ça très compliqué de parler de ça dans ce contexte-là. Donc, j'aurais trouvé ça plus pertinent de prendre plus la fonction publique en général ou le secteur administratif que les professeurs en particulier, qui est une profession véritablement compliquée en ce moment. Donc, c'est pas le sujet. Benjamin, ça vous inspire quoi ? J'ai écouté les propos de Nicolas Sarkozy de façon peut-être un petit peu plus exhaustive, on va dire, que cet extrait. Et pour le coup, il n'a pas seulement taclé, entre guillemets, l'éducation nationale, il est allé aussi porter la responsabilité sur les communes et les collectivités locales. Vous parliez à l'instant de la mairie de Paris. Il a assumé avoir été élu maire pendant 20 ans et il dit dans sa conférence, il n'y a aucune commune en France où les salariés travaillent 35 heures. Voilà. Donc je crois qu'il a voulu pointer plusieurs difficultés, et sur l'éducation nationale, cette statistique effectivement elle fait mal. Pourtant c'est de la statistique. Derrière on en oublie les hommes et les femmes qui se motivent pour nos enfants. C'est pas le sujet. Le vrai sujet peut-être en termes de productivité dans l'éducation nationale, ce sont les dizaines de milliers de professeurs qui sont détachés en fait et qui ne voient jamais un élève de leur vie. Pour vous donner une idée, il y a un tiers de moins de professeurs en Allemagne pour 20% d'élèves en plus. Voilà. C'est pas les mêmes systèmes scolaires, Benjamin. Oui, mais alors, on doit rester dans le même système scolaire ? Faut pas que ça change. Dans ces cas-là, c'est encore une fois, c'est même un système en profondeur auquel il faut réfléchir. Je dis pas que je suis contre, mais aujourd'hui, dans notre système scolaire aujourd'hui, excusez-moi, mais on est en manque de professeurs. Ça, on a beau monter et descendre, vouloir expliquer le contraire. Je veux dire, un prof qui n'est pas remplacé, ça arrive tous les jours dans toutes les écoles. Donc, on peut pas vouloir plus de fonctions publiques, plus de services publics dans notre pays et dire il faut enlever les agents du service public en même temps. Il y a quelque chose de mathématique. Après, il faut réfléchir au système, Benjamin, peut-être. Ça, je suis pas contre. Mais on peut pas dire que il y a assez de professeurs, il y a assez de fonctionnaires, il y a assez d'agents. Et Monique, une auditrice, me dit fonction publique, territoriale, hospitalière, faites la différence. Mais oui, voilà. Effectivement, c'est compliqué. Sur la fonction hospitalière, il y a 35% des salariés de la fonction publique hospitalière qui ne voient jamais un patient. Voilà. Non, mais c'est dans l'éducation nationale, il y a combien de pourcentage de profs qui ne voient jamais un élève ? Donc le problème, et quel est le pourcentage de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ne voient jamais un élève ? Voilà, donc c'est ça aussi ça le sujet. Il y a trop de fonctionnaires et en plus ceux qu'on a sont mal alloués. Voilà. Allez, on marque une petite pause, c'est l'heure du journal et on est avec vous en direct jusqu'à midi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous sur Sud Radio en direct en ce 11 novembre avec Alex Zarmon, journaliste politique. On vous retrouve le vendredi face à Éric Tegner dans La Vérité en face, animé par Patrick Roger. Également, on peut vous retrouver sur YouTube. Votre chaîne de débat politique s'intitule Les Indécis. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre et Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, vous venez de nous rejoindre. Merci. Et oui, et même si ça circule pas beaucoup, il y avait des cérémonies. Il y avait des cérémonies le 11 novembre, en effet. Voilà, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et vous avez publié aux Portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru chez Michel Lafon. On va parler de ce jour férié. Faut-il supprimer un jour férié pour renflouer les caisses de l'État ? Emmanuel Macron, qui a décidé de se rendre au match France-Israël. Qu'en pensez-vous ? On parlera des différentes réactions de la France insoumise
face à ce qui s'est passé à Amsterdam, ces supporters qui ont été littéralement lynchés après le match, et Yann Brossa qui veut interdire les SUV en ville. On va continuer notre tour de table. Je voudrais peut-être faire un coup de cœur pour le musée de la Première Guerre mondiale qui est à Meaux. Si vous avez l'occasion de venir en région parisienne, si vous êtes là, il faut vraiment aller voir ce musée. Et ce matin, je voyais un article dans le Parisien qui nous racontait que ce musée en fait vient de créer une tranchée à ciel ouvert longue de 110 mètres et qui ouvre pour la première fois au public, et on va retrouver vraiment les conditions dans lesquelles étaient les soldats, étaient ces soldats dans les tranchées. C'est un très beau musée et le directeur du musée dit on n'a pas voulu faire un Disneyland de la guerre, et c'est exactement ça, c'est que c'est vraiment, vous êtes replongé dans cette époque, et je trouve que c'est une très très grande réussite de Jean-François Copé, puisqu'il est le maire de cette ville et qu'il a voulu ce musée. Ah oui, c'est sa grande fierté, et on comprend quand on le visite. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le visiter, ce musée, avec Jean-François, enfin pas avec Jean-François Copé, la chance, mais je l'ai visité ce musée pour une interview avec Jean-François Copé, et c'est vrai qu'il le met très en avant, et on comprend pourquoi. Il est très bien fait, et il est vraiment très riche d'ailleurs. Il y a plein de pièces, et vous retrouvez, et cette tranchée je l'ai pas encore vue, mais ça me donne vraiment envie d'aller voir le travail qui a été fait. Non, si vous avez des enfants, des petits-enfants, et même pour les adultes, vraiment c'est assez... C'est pas loin de Paris. Non, c'est pas loin de Paris du tout, ça vaut le déplacement, comme dirait l'autre. Alors Benjamin, on va poursuivre peut-être dans le mood qui était le nôtre avant. On parlait du temps de travail, et vous avez un coup de gueule. Oui, alors un coup de gueule, vous savez, depuis quelques jours, si vous faites un peu de zapping télévisuel, vous découvrez toutes les séries de Noël, un amoureux pour Noël, un avion pour Noël. Et bien là, va arriver la grève pour Noël. C'est notre feuilleton français préféré. Je préfère y mettre une pointe d'humour, puisque c'est quand même la 15e fois en 20 ans que la SNCF organise des jours de grève pour Noël. Donc, on pourrait porter tous les mots MAUX du monde à l'encontre de ces privilégiés, parce que moi, finalement, je les appelle des privilégiés. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres pour être extrêmement factuel. C'est que la SNCF, elle coûte 20 milliards d'euros par an, d'ores et déjà, aux contribuables. C'est 2 fois le budget du ministère de la Justice. Je trouve que cette multiplication des grèves, puisque là, on parle du 11 décembre, grève illimitée, le 12 décembre, appel à mobilisation de la gauche, mais dès le 14 novembre, vous avez des mouvements de grève régionaux pour dénoncer des ouvertures à la concurrence de lignes régionales. Vous avez également le fret qui va être ouvert à la concurrence et qui cause problème sans doute aux salariés de la SNCF. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans un marasme économique incroyable. Nous avons 66 000 défaillances d'entreprises depuis le début de l'année. Tous les voyants sont au rouge. Donc là, pour le coup, j'accuse ces grévistes privilégiés d'être des saboteurs de croissance. On va droit dans le mur, et je trouve que là, tenter de défendre l'indéfendable, ça passe au-dessus de l'entendement. Vous avez, à l'opposé de cela, vous avez des exploitants agricoles. Des exploitants agricoles qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour essayer de s'en sortir, et qui vont se motiver à aller dans la rue. En revanche, vous avez des gens qui ont soit, selon leur statut, la sécurité de l'emploi, ou soit en moyenne une qualité de revenu et de qualité de travail supérieure à la moyenne des Français. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un élément d'indécence. Ils vont emmerder, pardonnez-moi le terme, mais les Français durant le Salon des maires, donc là, prise d'otage sur la démocratie locale qui va venir à Paris entre le 19 et le 21 novembre, et puis pour tous les entrepreneurs, les étudiants, les salariés qui prennent le train, le TGV, tous les jours pour bosser, ça va être un frein à la croissance. Donc là, honnêtement, il y a un gros ras-le-bol. Voilà. Alors, nous sommes le 11 novembre, ça a été annoncé vendredi, je crois, ce préavis. Donc il y a un mois pour négocier. Ils prennent pas au dépourvu les dirigeants. Si on essaye d'être un peu juste, c'est pas une grève sauvage. C'est pas une grève sauvage, mais c'est vrai que la grève à Noël. Pardonnez-moi, moi qui vis à Toulouse et qui apprécie les pronostics sportifs de votre ami tout à l'heure pour les courses de cet après-midi, auxquelles j'irai d'ailleurs, mais plus sérieusement, quand on habite à Toulouse et que vous savez qu'il y a potentiellement des grèves le 21 novembre au soir à Paris, le 14 novembre à partir du 11 décembre, est-ce que vous croyez sérieusement que vous allez prendre vos billets ? Oui, non, mais... Vous ne prenez pas vos billets, vous les prenez pas, donc vous allez les prendre 3 jours avant, ils vont vous coûter 4 fois plus cher.
Voilà. Donc il y a une injustice à ce système de grève. Ça pénalise tout le monde sauf eux. Alors, non, c'est le fait que ce soit la 15e fois en 20 ans qu'il menace de faire grève. Oui. En fait, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a un problème, effectivement. Il me semble que la grève ici, elle est sur le fret ferroviaire. Donc, il va y avoir un problème avec le fret de la SNCF. Oui, il y a une réforme du fret. C'est ça. Il y a une réforme du fret qui est liée à une directive européenne, bien sûr. Voilà, donc le sujet, le sujet du fret ferroviaire, je le connais pas particulièrement bien, je vais pas m'avancer dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça arrive toujours au moment des fêtes de Noël, au moment des fêtes de fin d'année, et là ils font écoutez, on va faire jouer notre droit. C'est aussi des fautes de bonne guerre, même si c'est particulièrement déplaisant à subir. Et bon, c'est leur droit, s'ils le font, ils le font. Donc c'est la 15e fois, c'est redondant, c'est saoulant. Mais et Noël étant la meilleure période pour négocier, ou les grandes vacances. Mais effectivement, c'est pour les JO. Mais c'est effectivement le conflit qui est autour du démantèlement du fret SNCF. Il y en a un petit peu de mal, je ne connais pas bien le sujet non plus, mais à comprendre pourquoi ce fret ferroviaire serait... Oui, en gros, il serait pris... ça va être ouvert, ouvert à la concurrence. Non, mais en quoi on peut peut-être poser le problème à l'envers. En quoi, aujourd'hui, un État avec 3300 milliards de dettes doit être en charge ou responsable financièrement du fret de marchandises? Expliquez-moi. Mais l'État ne peut pas tout. Qu'on n'a pas assez moyens de payer des profs. L'État ne peut pas tout. On l'oublie collectivement, on l'oublie. Par contre, c'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Arnaud. Oui, alors il y a en effet, il y a ce motif qui aujourd'hui est mis en avant par les syndicalistes pour procéder à cette menace de grève. Il y a aussi, ils considèrent qu'en fait, on est en train d'ouvrir et de privatiser progressivement la SNCF. Il y a aussi ce motif qui est mis à l'ordre du jour de leur revendication. Mais il faut vraiment se poser la question, parce que c'est vrai, le droit de grève est un droit constitutionnel, ça c'est une réalité, mais la liberté de circulation est aussi un droit. En l'occurrence, et là, ce qui est en effet tout à fait dommageable, c'est que on a l'utilisation d'un registre collectif d'action qui est en effet régulier chez les syndicats de la SNCF. C'est-à-dire, on va prendre les vacances. C'est pas seulement Noël d'ailleurs. Ça peut se faire en février ou durant l'été. Ils oublient. Alors, je sais, on est considéré par les syndicats comme des usagers. Enfin, on est aussi des clients, quand même. Il ne faut jamais l'oublier. On est des clients et on est des contribuables aussi. Parce que, on paye parfois 2 fois pour la SNCF. On paye, en effet, en tant que client, mais aussi parfois pour les différents processus de recapitalisation auxquels la SNCF... Parce que la SNCF est toujours en déficit. C'est en déficit. Donc, il faudrait quand même s'interroger si, par exemple, il ne faudrait pas s'orienter comme l'ont fait les Italiens. C'est-à-dire, bien sûr que le droit de grève est un droit imprescriptible, mais est-ce qu'on n'a pas, finalement, la nécessité de l'adapter en fonction des périodes de vacances, notamment, par exemple. En Italie, il faut rappeler, Arnaud, qu'ils ne peuvent pas faire grève au moment de Noël et des départs en vacances, je crois. Oui, je crois. En tout cas, pour les fêtes de Noël, ils ne peuvent pas faire grève. Voilà. Vous savez combien il y a de voyageurs qui sont transportés par la SNCF ? 108 milliards en France, j'entends. 108 milliards, voyageurs uniques. Donc on est 66 millions de Français. Vous imaginez combien de fois les Français prennent le train dans l'année. Et donc moi je pense que c'est contre-productif ce que font et ce que répètent effectivement les syndicats chaque année. Je pense que c'est contre-productif parce que dans l'opinion publique, ils vont plus être suivis. D'ailleurs, on l'a vu les dernières fois, les usagers on avait ras-le-bol. Donc à partir de là, effectivement, bloquer pendant les fêtes. D'ailleurs, qui croit vraiment qu'ils vont bloquer pendant les prochaines fêtes ? Sincèrement, à chaque fois, ils peuvent le faire. Mais rappelez-vous l'année dernière, c'était très tendu. Bien évidemment, c'était au moment des négociations pour les Jeux Olympiques. Bien évidemment, au dernier moment, ils avaient levé leur droit de grève parce qu'ils savaient très bien que potentiellement, et dans l'opinion publique, ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Moi, j'y crois pas. En revanche, c'est sûr que c'est très fatigant. Très usant mentalement pour les Français de devoir se dire, de devoir calculer, savoir s'ils prennent leur billet de train ou pas, parce que les syndicats déposent un droit de grève. Moi, je pense objectivement, quand vous avez ce chiffre que je vous ai donné, que vous voyez le nombre de lignes régionales qui occupent nos territoires, qu'à un moment donné, il va falloir privatiser complètement cela. Comme on l'a fait sur la ligne Lyon-Paris avec une compagnie italienne, il va falloir peut-être plus globaliser cette privatisation parce que là, ils auront moins de pouvoir à ce moment-là. Et peut-être qu'ils calmeront leur, entre guillemets, leur... On peut s'interroger aussi sur la qualité du
du service. Des lignes qui ont disparu. Et le coût, absolument. Le train est de plus en plus cher. Moi, j'ai un proche qui a pris le train la semaine dernière, vendredi, et il n'y avait pas de conducteur. Donc on leur a dit carrément, le conducteur n'est pas venu ce matin. On en a appelé un autre. Le temps qu'il prenne un taxi et qu'il arrive, il faut compter une demi-heure, ou le métro, je ne sais plus. Enfin, on en est là. C'est-à-dire à vous dire, le chauffeur et le conducteur du train n'est pas venu. Il y a quand même... Et puis des lignes qui, aujourd'hui, n'ont plus que... Ou dégradées. Quand on pense à la ligne de Nevers... Oui, moi je prends souvent... Enfin, j'habite à Paris, mais je suis originaire de Normandie. Je prends souvent la ligne Paris-Granville. C'est très courant qu'il y ait des incidents ou des perturbations où tu es tout le temps arrêté. Ma mère ne veut plus venir à Paris à cause de ça, parce que le train qu'elle prend, à chaque fois il y a des problèmes. C'est très usant. Et en plus, il me semble que l'année dernière, il y avait une grève qui avait été faite, notamment, l'objectif était de dire que les contrôleurs étaient tout seuls. Maintenant, il y a 2 contrôleurs, ou voire 3, ça arrive. Mais moi, ça m'arrive encore de voir des trains où les contrôleurs sont tout seuls. Et si effectivement il y a des perturbations, où peut y avoir des clients ou des usagers qui peuvent être plus ou moins énervés, ça peut se passer mal. Ouais. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous en direct sur Sud Radio en ce 11 novembre. Alors, pardon Arnaud Benedetti, j'aurais dû normalement, si j'avais été une bonne journaliste, une bonne animatrice, enchaîner. Une excellente journaliste. Après avoir parlé des tranchées, dire, mais justement, votre coup de cœur concerne cette guerre 14-10, enfin, pas la guerre, mais... Oui, mais si, ça concerne en tout cas un documentaire qui est produit par France Télévisions, qui s'intitule 1914 et soudain la guerre, un documentaire d'1 heure et demie avec des tas d'images d'archives colorisées d'époque qui sont absolument superbes et qui racontent en fait comment le peuple français a subi l'annonce de cette nouvelle en août 14 d'une déclaration de guerre, alors que finalement il vivait dans une forme d'insouciance et n'y croyait pas, même si les événements de fin juin avec l'assassinat de l'héritier autrichien en Serbie avait quand même remis en marche le fameux jeu des alliances qui a mené à la guerre. Ce qui est absolument formidable, c'est finalement, au-delà des matériaux, j'allais dire, d'images qui sont tout à fait inédits dans ce documentaire, c'est le sacrifice, d'abord la mobilisation de la population partout. Et on va mobiliser quand même près de 5 millions d'hommes entre 20 ans et 48 ans en quelques jours pour partir sur le front. Et finalement, c'est un grand classique, malheureusement, dans l'histoire militaire française et dans l'histoire française, c'est-à-dire l'impréparation qui est la nôtre par rapport à des troupes allemandes qui ont, là aussi, encore une fois, une guerre d'avance par rapport à la nôtre. Et ce qui est terrible, c'est que les premiers jours de cette guerre ont été vraisemblablement les plus meurtriers. Oui. Les 3 premiers mois, la France va perdre 300 000 hommes. Elle perd le 22 ou le 22 août, lors d'une offensive qu'elle mène en Belgique, de l'autre côté de la frontière belge, à Charleroi. C'est la plus grosse perte en un jour de toute l'histoire de l'armée française. C'est 22 000 hommes. Je ne sais pas si on imagine ce que cela signifie en termes de traumatisme. Alors l'opinion d'ailleurs ne le sait pas, en l'occurrence, parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre défi pour les autorités politiques de l'époque, c'est non seulement de tenir le front, mais également de tenir l'arrière. Et donc les mécanismes de censure et de propagande sont extrêmement forts durant tout ce moment. La démocratie n'est pas suspendue, il faut le rappeler. Le Parlement fonctionne, les contre-pouvoirs fonctionnent, mais c'est l'union sacrée, en l'occurrence, face à l'allemand. Et ce qui est terrible, c'est de voir aussi, et ce qu'il y a de très intéressant finalement dans ce documentaire, c'est les histoires de famille qu'implique cette mobilisation. Les gens qui sont séparés, qui vont se séparer, qui ne vont pas se revoir pendant 4 ans, quasiment. La question de la communication entre les soldats qui sont sur le front et avec leur famille. Aujourd'hui, où nous vivons à l'heure de l'immédiateté, imaginez l'angoisse des familles qui attendent des nouvelles de leur père, de leur mari, de leurs frères sur le front pendant des semaines et des semaines et des semaines. Les poilus n'ont pas le droit
de dire exactement où ils se trouvent. Ils n'ont pas le droit de signaler la zone où ils combattent, parce que les courriers sont également parfois et souvent, très souvent, lus, en l'occurrence, avant d'arriver chez leur destinataire. Donc c'est quand même, je pense... ce documentaire est très intéressant parce qu'il retrace une histoire, il retrace une mobilisation, il retrace un choc collectif. Et c'est vrai qu'on se dit que voilà des gens qui ont vécu quand même des moments dont on ne sait plus si on serait, nous, en mesure de les traverser et de les vivre. Et cette solidarité qui s'est aussi manifestée. Et le titre est très bon. Et soudain, la guerre, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que d'un seul coup, la vie bascule. Donc c'est sur France Télévisions et vous pouvez le voir en replay. Je le recommande et puis les images sont magnifiques. Sans transition, Mehdi, on passe à une autre époque. La nôtre, oui. Qui... Voilà. Sur la judiciarisation du débat politique. En fait, il y a eu la séquence avec Amsterdam que tout le monde a pu voir la semaine dernière, et il y a eu la députée Marie Messmer, qui est députée LFI si je me trompe pas, enfin en tout cas NFP, à Rennes, voilà, qui a plus ou moins cherché une autre explication en disant que ce sont des militants d'extrême droite, des racistes, etc. Ils n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Voilà. Moi, ça me fait penser à Solzhenitsyn qui disait. Il mente, nous savons qu'il mente, et pourtant il continue toujours de mentir. Et c'est exactement le même propos. Moi, ce qui me dérange, c'est que elle a le droit de le dire. Elle ne fait pas une apologie, selon moi. Elle cherche une autre explication, même si elle est complètement stupide, son explication. On sait pertinemment que les personnes ont été chassées parce qu'ils étaient juifs, et ce sont des actes antisémites. Mais là où Bruno Retailleau, qui la reprend, il dit qu'il veut saisir le procureur, pour moi, judiciariser la chose, c'est une erreur quand même fondamentale, puisque c'est donner une tribune, c'est dévier le débat qui doit être purement idéologique vers un débat qui sera judiciaire, c'est en faire un symbole. C'est aussi une manière pour elle de se dire « Ah bah regardez, je suis censurée pour ma liberté d'expression ». Ce qu'elle a fait d'ailleurs, elle a fait un communiqué de presse. Pour moi, c'est une erreur fondamentale, on ne doit pas le faire, c'est une pente vraiment très dangereuse pour la liberté d'expression. Et je terminerai là-dessus, c'est que la liberté d'expression, pour moi, c'est, excusez-moi, mais c'est avant tout le droit de passer pour un gros con publiquement. Si vous dites n'importe quoi, vous passerez pour un abruti. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je trouve que ça va un peu trop loin. Comme débat. Et le propos est très intéressant. Ça me fait penser aussi à John Stuart Mill. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un immense penseur libéral qui disait que s'attaquer à la liberté de l'autre, c'est aussi s'enlever avant tout une liberté à soi-même. Donc judiciariser parce qu'on n'aime pas un propos, elle a le droit de le dire, mais même si c'est complètement stupide, moi, à titre personnel, ça me dérange beaucoup ce qu'elle dit, je n'aime pas, mais elle a le droit. Et judiciariser la chose, c'est problématique politiquement. Alors, Adrien Clouet, lui, alors qui est député en Haute-Garonne, a dit, il a tweeté, le ministre de l'Intérieur et ses journalistes de préfecture sont des petites frappes fascistes. Et là, il y a une plainte encore de Bruno Retailleau, on a annoncé qu'il avait saisi. C'est encore la liberté d'expression, là, d'après vous? C'est ça, c'est jusqu'où est la liberté d'expression? Juste dans le tweet de Marie Messmer. Moi, je parle de Marie Messmer, je parle pas d'Adrien Clouet. Dans le tweet de Marie Messmer, elle commence quand même son tweet en disant ces gens-là. Oui, elle dit ces gens-là. Quand même. Et ça veut dire quoi, ces gens-là? C'est quand même, il faut se poser la question. Non, mais elle reprend l'argumentation et la rhétorique de tous ceux qui justifiaient les pogroms. Vous savez, les pogroms, l'histoire des pogroms, c'est très clair. Il y a toujours, je veux dire, c'est toujours comme ça. Il y avait toujours un juif qui était responsable du pogrom. C'était classique, c'était comme ça dans les années 1880, 1890 en Ukraine. Il y avait toujours une responsabilité implicite si le pogrom se produisait. Donc, elle reproduit une rhétorique qui est finalement assez connue en l'occurrence, et qui n'est pas nouvelle et qui est absolument abominable et scandaleuse. Après, je partage ce que vous dites. Moi, je pense que c'est ce qu'ils cherchent en fin de compte. C'est ce qu'ils cherchent par des provocations multiples et variées à se victimiser et à être considérés qui sont en effet aujourd'hui victimes d'un État qui veut les censurer dans leur liberté d'expression. Mais après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans cette expression qui est une expression pour le moins débridée. Vous avez aussi Aymeric Caron qui lui met une cible dans le dos d'Arthur et après de Caroline Fourest. On pourra en parler des heures, mais vous savez aussi, on peut parler de Raphaël Arnaud, qui vendredi matin dit que ses supporters sont connus pour être des extrémistes. On a le son de Raphaël Arnaud. Écoutez, parce que je vais vous préciser quelque chose derrière. Les personnes qui étaient dans les rues ce soir-là, c'était des hooligans d'extrême droite, et c'est bien de les appeler comme ça. Vous êtes en train de dire que les supporters israéliens qui étaient à Amsterdam, qui ont été sévèrement agressés, l'ont un peu cherché. C'est même pas qu'ils l'ont cherché,
c'est qu'ils viennent pour ça. N'importe quel journaliste sportif, je le mets au défi de nous dire que c'est pas des hooligans d'extrême droite qui sont très connus. Ils ont fait la provocation et ils ont dit ce qu'ils méritaient. À la fin du match, on a des images claires, des centaines de supporters du Maccabi Tel Aviv qui sont des hooligans d'extrême droite, qui se baladent dans les rues d'Amsterdam pour chercher la confrontation. Et ils viennent pour ça. Et d'ailleurs, ils le revendiquent sur des chaînes hooligans. Cet homme est un député de la nation française. Ouais, absolument. Il va dire ça sur un plateau de télévision à un moment donné en disant que c'est des hooligans, juste pour connaître un tout petit peu le football israélien. Et d'ailleurs, je vous engage à aller voir son tweet. Il parle des supporters du Beitar Jérusalem, pas du Maccabi Tel Aviv. Il met une photo des supporters du Beitar Jérusalem sur son tweet en disant, on voit écrit Beitar Jérusalem, qui sont effectivement, pour le coup, des supporters d'extrême droite très radicaux. Mais qui n'étaient pas à Amsterdam. Qui n'étaient pas à Amsterdam, c'est les supporters du Maccabi Tel Aviv, en disant, ces supporters du Maccabi Tel Aviv sont des hooligans d'extrême droite. Et en dessous, vous voyez la photo des supporters du Beitar Jérusalem. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir aller casser du juif à un moment donné et aller lyncher les gens de confession juive ou israélien dans les rues d'Amsterdam jeudi soir. Moi, je vais vous dire un truc. On pourra en parler après très longuement, mais ça peut être appelé pogrom, et le mot est gêne parce que ce qui s'est passé le 7 octobre était un vrai pogrom. Là, ce qui s'est passé, voilà. Jeudi soir, ce qui s'est passé dans les rues d'Amsterdam, c'est du lynchage, c'est une chasse à l'homme. Vous avez des juifs après qui on a couru toute la soirée. Oui, mais quand vous allez on va pourchasser des gens parce qu'ils sont juifs. Oui, non, mais vous avez raison, mais il y en a qui vous disent que c'est pas du pogrom par rapport au 7 octobre. Je peux l'entendre, même si ça me dérange énormément, je peux l'entendre, mais c'est pas excusable malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? S'il faut qu'il y ait mort, qu'il y ait un pogrom, je veux dire, à partir de là, on commence vite. Sur la question de la judiciarisation, vous n'êtes pas d'accord, Benjamin Cauchier? Je suis toujours embêté quand je vois des procédures judiciaires en cours pour des amis ou des intellectuels qui n'auraient pas forcément toujours eu l'expression la plus pertinente dans la bienveillance, quoi. Donc je suis toujours un petit peu embêté par rapport à cela. Mais au regard de tout ce que vous venez de dire, de tous ces exemples-là, tels des chapelets de haine, je crois que le ministre de l'Intérieur cherche à marquer les esprits et à montrer aussi à une grande partie de la population française que tout n'est pas permis. Que tout n'est pas permis. Et pour moi, je mets Monsieur Arnaud, Monsieur Delogu, cette députée Messmer, c'est ça? Mesmer. Mais c'est là où je suis pas d'accord là-dessus. Dans le même panier. Donc je comprends cette limite à l'exercice de se dire, est-ce que la justice doit intervenir sur la liberté d'expression? Je suis en train de me... Je suis pas d'accord là-dessus parce que pour le coup, oui, parce que là, il y a quand même un enchaînement de faits, de preuves qu'il y a un antisémitisme extrêmement puissant. Alors, on va marquer une pause. Je vous donne la parole au retour, Mehdi. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors Mehdi, on évoquait donc votre coup de gueule concernait la judiciarisation à tout craint à chaque fois qu'il y a un propos qui dérange, mais en fait la loi définit bien ce qu'est l'antisémitisme ou ce qu'est un propos qui dépasse la norme. Donc est-ce que les propos de Marie Messmer sont une apologie du crime? Une apologie du crime. Ouais. Moi, je pense pas. Alors, on peut revenir sur le débat, ces gens-là. Ça peut rentrer dedans. Est-ce que quand ça tombe sous le coup de la loi, est-ce qu'il faut vous dites qu'il faut pas le faire, il faut pas, quand ça tombe sous le coup de la loi, si ça tombe sous le coup de la loi, ça tombe sous le coup de la loi. Mais là, je ne pense pas que ça l'est. Enfin, c'est tellement vague, c'est tellement une rhétorique. La manière dont elle a écrit son tweet, à part ces gens-là qui pètent sujet à interprétation, je suis d'accord là-dessus. C'est pas comme Aymeric Caron qui nomme, qui fait sa liste. Alors, là, c'est nominatif. Là, on peut comprendre qu'effectivement, il y a un énorme problème. Il fait une liste. Alors pour nos auditeurs, effectivement, Aymeric Caron a donc publié sur Twitter une liste. Je vais vous lire son tweet. À Gaza, 70% des victimes sont des enfants ou des femmes. Affirmation ce jour de l'ONU que tous les soutiens de ces massacres de Gaza, Eindhoven, Yadan, Arfi, Le Crif, Fourest, BHL, Corsia, Arthur assument qu'ils soutiennent un génocide multidocumenté et confirmé, etc., etc. Donc Arthur, l'animateur, a donc décidé de saisir la justice pour ses propos. Caroline Fourest également, parce que c'est insupportable de faire des listes comme ça. Faire des listes, ça fait très protocole des sages de Sion, franchement. Puis faire des listes, vous savez, ça rappelle aussi les heures sombres quand même, en plein dedans là, les heures sombres de l'histoire, quoi. Faire des listes pour cataloguer les gens. Donc il demande la levée de l'immunité parlementaire de ce député. Mais il l'aura pas parce que le bureau, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale vote, et vous savez que le nouveau Front populaire est majoritaire au sein du bureau. Alors sauf à ce que
les alliés socialistes ou verts se joignent à une demande de levée d'immunité, ce que je ne crois pas, en tout cas à ce stade. Je pense que la levée de l'immunité parlementaire de M. Caron ne risque pas d'avoir lieu. D'arriver. Non, je pense pas, non. Donc il a une espèce de blanc. D'ailleurs, à mon avis, le fait qu'il soit majoritaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale libère leur parole encore plus, vraisemblarblement. Il y en avait besoin. Si tant est qu'il y en avait besoin, tout à fait. Quel est le but d'Aymeric Caron? Il a répondu à Arthur en disant: vous venez de lancer un raid contre moi. Donc Caroline Forest et Arthur l'accusent de l'autre côté de lancer des raids. On sait très bien, quand on publie ce genre de tweet, on va se prendre un retour de boomerang évident. Chances, ouais. Donc comment jouer aujourd'hui les victimes alors que c'est lui qui provoque? Mais attention, c'est la perception. Quand il fait sa liste, il s'adresse pas à vous, à moi, il s'adresse pas à nous. Il s'adresse aux personnes qui le suivent et qui sont d'accord avec lui. Donc de son point de vue, c'est parfaitement légitime de le faire. Il s'adresse à son public. À sa communauté. À sa communauté. Twitter, ça marche par communauté. Ça. Sauf qu'il n'y a pas que sa communauté qui le lit. Donc mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est les personnes qui sont avec lui. Donc il se dit, regardez, moi je m'érige contre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc pour le coup, c'est une polarisation, mais c'est une polarisation utile. C'est de la stratégie de communication politique de base, mais du coup, il le fait très bien. Ouais, moi je m'étonne, alors c'est pas mais je m'étonne tout de même de l'indignation sélective malgré tout de tous ces gens qui ne s'inquiètent pas de ce qui se passe au Soudan, des femmes afghanes, d'un certain nombre de populations qui sont réduites, de l'Iran en particulier. Mais ça rapporte pas politiquement tout ça. Leur prisme, il est électoral. Benjamin? Oui, mais effectivement, il y a un jeu qui n'est même plus un jeu de dupes. Le nouveau Front populaire cherche, et ça Mélenchon l'a porté haut et fort, à toucher les jeunes de quartier, les communautés et la jeunesse. Donc il faut bien remettre ça dans tout un contexte, l'antisémitisme et le cheval de Troie pour l'extrême gauche pour arriver au pouvoir. Ils utilisent tous les subterfuges possibles, quitte à mettre des cibles sur le dos comme Aymeric Caron le fait. Je suis d'accord avec Arnaud, il n'y aura pas de levée d'immunité, ils sont majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale, les autres oppositions n'ont pas été suffisamment intelligents, ils se sont fait avoir comme des bleus, il faut dire les choses. Donc maintenant on est coincé jusqu'à la fin de cette législature. La seule solution, c'est qu'il faudra se débarrasser de ces députés, pardonnez-moi, il faudra que les électeurs décident dans chacune des circonscriptions de vouloir changer de député, et ça, compte tenu de la carte électorale, je pense que Louis Boyard a toujours son fan club, Monsieur Arnaud a toujours malheureusement son fan club dans le sud-est de la France, donc ça va être extrêmement compliqué. La responsabilité viendra peut-être là pour le coup, si on doit aller chercher, qu'on dirait, une ouverture à ce sujet, c'est la responsabilité de la Macronie qui a appelé à voter pour des candidats du nouveau Front populaire au second tour. Cette mise en écho de l'antisémitisme. Voilà. Il faut rappeler que dans la circonscription de Monsieur Louis Boyard, le candidat le candidat macroniste a décidé, alors qu'il n'avait aucune chance d'être élu, de se maintenir pour éviter la victoire d'un candidat ciotiste, je crois, dans cette circonscription. Ou la maire d'Avignon, Madame L, a appelé à voter pour Monsieur Arnaud au second tour, sans que cela pose le moindre problème. Mais je suis d'accord. Mais vous savez, moi je trouve ça quand même incroyable, notre sujet de conversation ce matin. Bien sûr, vous avez raison. Il faut quand même qu'on se remette en perspective les choses. Vous avez des gens qui dénoncent, qui lâchent leur venin. Je vais dire antisémite, parce que c'est le cas, mais on pourrait parler du match de jeudi soir, tout ça pour du sport, quoi. On va en parler. Vous avez le tweet, je voulais vous le citer, parce que je viens de le voir sur Twitter, particulièrement abject, de Bruno Gassio, qui pourtant a eu du talent à une époque. En me levant ce matin, tard, j'ai vu des images des victimes d'un pogrom rentrer chez elles en avion, en pleine forme et en chantant. Ouf, c'est plus que c'était les pogroms, et je m'en réjouis. Alors, je me demande si c'est lui qui a tweeté ça, parce que c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc, mais pourquoi pas, hein, peut-être qu'il était bourré. Non, mais vous savez, le problème dans ce débat aujourd'hui... Je m'en réjouis, j'ai du mal. C'est possible. Non, mais le problème dans ce débat, Valérie, aujourd'hui, c'est que moi, vendredi matin, j'ai débattu chez vous pour l'émission avec Eric Tegner. On parlait de ce qui s'était passé la veille à Amsterdam. Quand j'ai été voir les commentaires par curiosité sous ce débat, j'avais pas le droit d'avoir un avis, parce que j'étais forcément d'un côté,
contrôler et pas de l'autre. Bref, on peut plus réfléchir. Et il y avait notamment une personne qui avait mis, heureusement, tout ça apparaît aux yeux du public grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, plus rien n'est vrai, plus rien n'est contrôlé, plus rien n'est expliqué. Et en fait, les débats sont en train d'être alimentés aussi par des gens qui représentent le pays et qui représentent la nation. Et il y a une cassure, mais une cassure incroyable de la moralité même. Quand vous voyez comment se comportent les autres pouvoirs, rien qu'en Europe, hein, quand vous voyez comment les dirigeants allemands se comportent, comment les dirigeants anglais, alors qu'il y a des manifestations monstres, pareil, hein, sur le même sujet de l'antisémitisme, du soutien pro-palestinien dans la population anglaise, mais quand vous voyez juste les réactions des gens qui sont au pouvoir là-bas, vous vous dites quand même que dans notre pays, on est un petit peu malade politiquement et dans l'analyse même de ce qui doit être, être fait. 3 petits points. On est dans l'ère de la post-vérité. Ce qui compte, c'est pas la factualité, c'est la construction que vous allez en faire après. Ça, c'est dramatique. Le deuxième point, c'est que le vendredi, j'avais débattu aussi dans l'émission de celle-ci, et j'avais fait un point justement sur l'antisémitisme et ce qui s'était passé à Amsterdam. Et l'un des commentaires qui avait été fait sur une des vidéos, je crois que je sais plus si c'était YouTube ou Twitter, c'était que j'étais un agent sioniste, que j'obéissais à un lobby. Bon, c'est très mal me connaître pour le coup. Et donc, en fait, ça montre juste que c'est très ambiant et c'est tellement polarisé. En fait, si on n'est pas d'accord avec l'un, c'est qu'on est nécessairement d'accord avec l'autre. Et ça pose un énorme problème au terme du débat. Il n'y a plus d'esprit critique. Et la factualité, il n'y a plus de nuance. On est soit l'un, soit l'autre. Le milieu, ça n'existe pas. Bien sûr. Donc on peut être contre la politique de Netanyahou et dire ce qui se passe en Palestine est dramatique pour les populations civiles. Le dire, ça semble exceptionnel aujourd'hui, alors que ça ne devrait pas l'être. Absolument. On va peut-être marquer une pause et on va continuer peut-être sur ce sujet avec le match France-Israël de jeudi avec Emmanuel Macron qui a donc décidé d'aller assister à ce match. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi en direct, parlons de la décision d'Emmanuel Macron donc de se rendre au Stade de France pour assister au match France-Israël. C'est assez inattendu dans la mesure où le président de la République n'avait pas voulu participer à la marche contre l'antisémitisme. Il a dit qu'il affichait son plein et entier soutien à l'équipe de France comme il le fait à chaque match. C'est ce qu'il a dit. Envoyer un message de fraternité, de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine. Donc c'est dû en même temps, Mehdi, non? Oui, c'est dû en même temps. Et puis j'ai du mal à comprendre la logique puisque il n'a pas voulu aller à la marche contre l'antisémitisme de peur de donner. Emmanuel Macron ne l'a pas fait et là il veut aller au match France-Israël. Je trouve qu'il y a une sorte d'incohérence. Soit tu le fais depuis le début et tu soutiens toujours cette cause-là, qui est pour moi une cause très noble, mais peu importe, antisémitisme, racisme, peu importe. Soit tu le fais pas. Et là, finalement, on se retrouve dans une situation qui est très complexe avec les antécédents, ce qui s'est passé à Amsterdam. Et là, il se dit, peut-être que je vais devoir me bouger, donc je vais le faire. Donc je trouve plus que ça tient du ressort de communication, presque même un peu de récupération, j'espère pas, que d'une réelle volonté de le faire. Et moi, ça me dérange, puisque je suis pas juif, mais je me mets à la place de la communauté juive. Finalement, ils n'ont pas véritablement été soutenus depuis le début par Emmanuel Macron. Et parce qu'il y a le match France-Israël qui arrive, là, il le fait. Donc je trouve ça un peu incohérent et je suis pas spécialement fan de l'idée, quoi. Ouais. Non, Alex, moi non plus, je suis pas forcément fan. Mais il n'y serait pas allé, vous auriez dit. Il y va. Moi, j'aurais rien dit du tout. Moi, j'aurais vraiment, j'aurais rien dit du tout. Peut-être qu'il y va pour voir Israël perdre, on ne sait pas. Donc, non, mais moi, j'aurais vraiment absolument rien dit du tout. Je ne sais pas si c'est la place d'un président de la République, si c'est un geste diplomatique, politique que d'aller voir un match de foot France-Israël. Pour moi, je vais vous dire franchement, même secondaire. Effectivement, je pense que sa place lors de la manifestation, la marche de soutien en octobre ou novembre dernier. Contre l'antisémitisme en France était bien là, devait être bien là. Est-ce que c'est sa place d'être à un match de foot jeudi soir pour aller voir France-Israël ? J'en suis pas sûr. Et puis franchement, je vous le dis comme je le ressens, je m'en fous complètement. Par contre, ce qui me gêne considérablement, ce que je vous disais en substance tout à l'heure, c'est qu'on en est là pour un match de foot. Ouais.
Jeudi soir, 4000 policiers pour 20 compagnies de CRS. Pour c'est 20 000. C'est plus un match de foot. Non, c'est plus un match de foot. Mais aux abords du stade, tout est fermé, c'est pas un match de foot. Mais donc ça veut dire quoi sur la sécurité et sur le sport en lui-même? Je suis désolé, mais je rappelle cela quand même. Vous aviez aux Jeux Olympiques une délégation israélienne qui était trimballée de site en site par 50 camions de CRS. Ouais. C'est ça le sport. Arnaud. Oui, mais ça en dit long sur l'état de dégradation de notre pays et de notre société. C'est-à-dire que, en effet, déjà vous vous rendez compte que on se posait la question de savoir si ce match de foot devait avoir lieu. Ce qui déjà en dit long quand même sur, encore une fois, la dégradation du débat public et des conditions de fonctionnement de notre société. Ensuite, sur la, si vous voulez, Macron, c'est une séance de rattrapage là qui nous offre. Voilà, c'est une forme de repêchage. C'est comme au bac. Il a été insuffisant lors de l'épreuve du mois de novembre l'année dernière, lorsqu'il devait participer à la marche contre l'antisémitisme. Et là, il considère véritablement que ce qui s'est passé à Amsterdam et toutes les polémiques et les controverses qui sont liées à ce match qui est tout à fait légitime et tout à fait normal, il va participer. Bon, après on peut pas lui reprocher. Moi je peux pas lui reprocher d'en être. Après tout, bon, il aime le football, il est chef de l'État. J'allais dire, il est quelque part aussi dans son... Il n'est pas à tous les matchs de foot. Non, il n'est pas à tous les matchs de foot, mais il considère, si vous voulez, il y a un contexte et il veut manifester... Enfin, c'est ce que je comprends de ce geste. Il veut manifester quand même sa solidarité, qu'on le veuille ou non, avec ceux qui sont aujourd'hui victimes de l'antisémitisme. Enfin, en tout cas, il imagine que ça sera interprété comme cela. Voilà. Mais le fait qu'on se pose la question de comment on va l'interpréter est déjà problématique. Oui, bien sûr. C'est déjà qu'il y a une erreur qui a été faite quelque part. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Benjamin. Oui. Benjamin Cauchy. Je vais essayer d'être cohérent avec moi-même. Je lui ai reproché de ne pas être à la marche l'année dernière. Donc on peut quand même au moins lui donner le bénéfice de pouvoir se rendre à ce match de foot. Il a le problème d'avoir la diplomatie d'un oscilloscope, pour ceux qui se souviennent, qui ont peut-être plus d'une quarantaine d'années et qui connaissaient ces appareils dans les cours de sciences physiques. Je n'ai pas 40 ans. Ligne verte là, qui montait, qui descendait. Vous voyez, vous vous souvenez ça pour les plus anciens d'entre nous qui nous écoutent. En fait, il a la diplomatie d'un oscilloscope. Donc là, on est sur un point culminant, c'est très bien. On met aussi en parallèle avec le problème qu'a essuyé le ministre des Affaires étrangères à Jérusalem il y a quelques jours, avec cette intrusion de police israélienne dans une parcelle française entre guillemets là, en Terre Sainte. Donc il y a une nécessité quand même pour Emmanuel Macron de se rabibocher avec la communauté juive. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir au moins cet élan-là aujourd'hui. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est ses vicissitudes passées et surtout ce manque de clarté et cette absence de clarté du président de la République, cette absence, même si tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, cette absence de clarté ne fait que laisser le champ libre aux amis de Mélenchon et à tous ceux qui soufflent sur le conflit israélo-palestinien pour déstabiliser la France. Ce sont deux choses différentes. Excusez-moi, parce que depuis tout à l'heure, on dit on ne peut pas lui reprocher de venir au match France-Israël. Mais l'année dernière, la manifestation, en novembre, c'était contre l'antisémitisme en France. Pour les Français de confession juive. Mais c'est important de mettre quand même une différence. Il n'y est pas venu. Là, il vient au match France-Israël jeudi soir. Ok, grand bien lui fasse, il aime le foot, on aime tous le foot, c'est super. On va avoir un match 90 minutes, super. En plus, les Français vont gagner, je peux vous le dire en avance. Donc il aime le foot, c'est super. Il se mobilise pour un drapeau, il se mobilise pour notre drapeau bleu-blanc-rouge, quelle que soit notre religion. Donc finalement, c'est plutôt bien ça. Non, mais c'est pas quelle que soit notre religion. Samedi soir, jeudi soir, c'est un signe. Non, mais jeudi soir, c'est pas un match France, juif de France, je dis n'importe quoi. C'est un match France-Israël. Israël est un pays en tant que tel. Israël est un pays juif, pas de problème, un État hébreu, c'est un pays en tant que tel. Qui veuille se rabibocher avec l'État d'Israël. D'ailleurs, il faut dire au passage qu'il annonce sa venue au match jeudi soir. 2-3 minutes plus tard, vous avez les autorités israéliennes qui déconseillent à leurs ressortissants de venir voir le match en France. C'est quand même aussi là... ils ont raison. Ils ont raison. Peut-être, mais c'est quand même l'image d'une crise diplomatique. Elles sont responsables. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même aussi l'image d'une crise diplomatique grandissante entre la France et Israël. Pour moi, jeudi soir, effectivement, Emmanuel Macron, il fait de la politique, mais de la politique diplomatique. Je veux vraiment, je le demande, qu'on différencie son absence en novembre dernier d'une manifestation contre l'antisémitisme de sa présence jeudi soir à un match de foot France-Israël dans le contexte actuel. Voilà.
sûr. Ça ne compense pas. Ça ne compense pas. Benjamin, non, ça ne compense pas. Juste un mot, parce que les auditeurs me disent oui, elle choisit les mails qu'elle lit. Alors, j'ai pas les yeux rivés sur Facebook, donc je vois pas toujours tout passer. Certains me disent oui, mais c'est les Israéliens qui ont commencé à Amsterdam. Ils ont arraché des. Mais la justification, enfin, je ne sais pas ceux qui disent ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça justifie le lynchage de personnes? Je veux dire, il y a eu même chez deux Israéliens qui enlevé un drapeau palestinien, rien ne justifie que des foules entières, je veux dire, pourchassent des Juifs dans les rues. Et qu'on demande aux gens s'ils sont juifs avant de les massacrer. Moi, j'ai 2 points là-dessus. Déjà, c'est factuellement faux, puisque ce ne sont pas que des supporters du Maccabi qui ont été attaqués. C'est des personnes qui étaient chassées parce qu'ils étaient juifs. Donc, c'est bien une chasse à l'homme. Donc, l'argumentaire de Marie Mesmer ou tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure sur oui, ce sont juste des hooligans entre eux qui se font la guerre, absolument pas. Non. Et le dernier point, ça veut dire que si on met un si, c'est-à-dire que oui, parce qu'ils ont décroché un drapeau ou parce qu'ils ont été violents dans leurs propos, ça veut dire qu'il existerait un contexte possible qui permettrait d'aller chasser des personnes parce qu'ils sont juifs ou appartenant à une religion, peu importe. Et puis ça s'appelle de la justice privée, accessoirement. Voilà, tout donc simplement. C'est au mieux de la bassesse intellectuelle. Et puis en plus, quand vous prenez les faits dans leur globalité, ça commence mercredi soir, au moment où les supporters du Maccabi Tel Aviv arrivent dans la ville d'Amsterdam, où ils sont réunis sur une place pour boire des bières ou boire ce qu'ils veulent, comme ça se fait souvent quand on est en déplacement pour des matchs de football. Et on sait que ça a été organisé, cette chasse à l'homme, par des groupes de taxis, notamment néerlandais, où ils ont été postés un drapeau à cet endroit-là des Palestiniens pour forcer les Israéliens à l'enlever, ce que vous voulez, et commencer à provoquer des images sur les réseaux. Il faut dire à ceux qui, je veux dire, sont en train de vous solliciter par voie de mail que les images auxquelles on a assisté ce jeudi, c'était jeudi je crois, c'est des images qu'on n'avait pas vues depuis les années 30 et depuis les années 40. Voilà. Bon, et je vois pas comment on peut justifier cela d'une quelconque manière, ou qu'on peut le minorer ou qu'on peut le relativiser. Je vois qu'à un moment donné, en effet, oui, les enseignements de l'histoire, ça peut exister de temps en temps. Ils ont quand même été à la voiture bélier sur des gens. C'est pas une bagarre entre hooligans, ça n'a rien à voir. Et puis le motif d'aller demander est-ce que tu es juif, est-ce que tu es juif, ou des personnes qui veulent se justifier d'être juif, je ne suis pas juif, ou je ne suis pas juif, je suis désolé, mais le caractère footballistique, il est largement dépassé. Ça n'a plus rien à voir avec le sport. Le match s'est très bien passé, puisqu'il faut savoir qu'historiquement, le club de l'Ajax d'Amsterdam a une attache particulière à la population juive et à sa population juive, que les supporters du Maccabi Tel Aviv ont repris les chants de l'Ajax d'Amsterdam, puisque ce sont deux clubs amis. Donc dans le stade, ça s'est extrêmement bien passé. Ce n'était pas footballistiquement que le problème était existant, c'était bien ethniquement parlant que ces personnes ont été visées parce que juives. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. On n'aura pas eu le temps de parler des jours fériés. Vous êtes pour ou contre supprimer un jour férié, lequel? Arnaud? Je ne suis pas forcément favorable, mais enfin, je suis pas forcément favorable, mais sauf qu'on est dans une situation budgétaire telle aujourd'hui que peut-être que... Enfin, j'ai cru comprendre que Michel Barnier n'y était pas forcément favorable non c'est plus. Ce que j'ai vu. Donc, moi j'ai du mal avec la suppression d'un jour férié, c'est que en fait, ça repose la question du les périmètres d'action de l'État, pourquoi il dépense autant et pourquoi ce serait à nous de faire une encartade à notre propre liberté d'avoir ce jour férié, même s'il perd un peu de son sens, plus personne ne fête exactement le 11 novembre. Et rappelez que la France n'est pas le pays en Europe qui a le plus grand nombre de jours fériés. Voilà. C'est qui? C'est l'Autriche. C'est l'Autriche. Je pense qu'il y en a beaucoup plus en Espagne et au Portugal. Rapidement, pour ou contre la suppression du jour férié? Moi, je serais pour, à condition que ce ne soit pas une fête patriotique ou catholique. Donc ça va être compliqué. Non, mais je le fais exprès en disant ça. En revanche, si on passait des 35 ou 39 heures, je sais, c'est une idée qui peut être hors contexte, mais je vous assure qu'au lieu d'emmerder les Français avec une journée supplémentaire, peut-être que travailler un petit peu plus toutes les semaines, ça pourrait compenser. 4 milliards d'euros. C'est le 1er mai, je me suis privé. Allez, Alex, pour ou contre? Je sais pas, j'ai pas encore assez réfléchi. Bon, allez, réfléchissez. Tout de suite, les infos sur Sud Radio. Bonne journée, à demain.